Chantal Hébert à Montréal, Hélène Buzetti à Ottawa, Michel David à Montréal. Bonsoir. 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 Je vous ferai entendre M. Cormier. Il a parlé dans la période des fêtes à plusieurs personnes, plusieurs libéraux. Il minimise un peu, vous allez voir dans l'extrait, là. Mais ce qui est clair, c'est que c'est non. Peu importe le chemin qui l'a conduit là. Aujourd'hui, c'est non. Il n'y va pas, on écoute. C'est non à la politique, au provincial, au municipal, au fédéral. J'espère que votre entrevue va être écoutée par un paquet de gens partout à travers le Québec pour avoir moins d'offres et de demandes. Mais on va faire d'autres choses, puis on va continuer d'avoir de l'impact au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un environnement qui fait que beaucoup de gens qui faisaient ce que vous faisiez, là, le monde des affaires ou ailleurs, qui réussissent dans la vie, disons ça comme ça, qui hésitent à aller faire de la politique parce que le milieu est difficile, parce que les réseaux sociaux, parce que les attaques sont souvent très dures, que c'est moins attirant que ça l'a peut-être été à une certaine époque? Moi, j'ai tellement de respect pour les gens qui font de la politique aujourd'hui parce que ces gens-là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, doivent souvent avoir une opinion, prendre une position, débattre, échanger, faire avancer des choses avec la dimension notamment des réseaux sociaux et des médias. Moi, je les respecte, mais chez nous, dans nos discussions, oui, c'est ce que vous avez amené a fait partie de nos réflexions. Tour de table, Chantal Hébert. C'est sûr que s'il avait décidé d'y aller, de se lancer, la course aurait été totalement différente. Ce n'est pas le cas. Première réaction, Chantal. Certainement qu'il y aurait eu, pas totalement différente, ça aurait fait la différence entre une course et puis un faux ou un vrai couronnement. Hein. C'est à peu près là qu'on est ce soir. Est-ce que ça aurait changé le résultat? Ça, c'est moins sûr. Parce que c'est une chose d'avoir un nom, c'en est une autre, d'avoir une organisation qui livre des votes dans une course au leadership. Mais néanmoins, oui, c'est un autre clou dans le cercueil de l'idée d'une course à la direction du parti, pour ceux qui pensent que c'est essentiel. Hélène. Oui, le message commence à devenir pas mal clair, là, que on dirait que le Parti libéral du Québec, peut-être même son establishment, n'a peut-être plus tout à fait envie d'une course. On veut en finir le plus rapidement possible pour pouvoir le plus rapidement possible s'atteler à la tâche. Je noterais par contre, concernant M. Milliard, de faire peut-être un peu attention à une certaine suffisance. Je constate qu'il a eu le même commentaire par rapport à Mario Roy qu'il avait eu par rapport à M. Blackburn en disant « Bien, je suis content qu'ils prennent acte de la situation, de l'intérêt du parti », avait-il dit pour M. Blackburn. Et là, il nous dit aujourd'hui par rapport à M. Roy, il doit prendre acte de l'importance et de la force qui me propulse et du mouvement qui est derrière moi. Il y a peut-être un risque, et ceci dit, là, sans commenter sur la qualité de la candidature de M. Roy, et on pourra en reparler, il y a peut-être un risque de passer un peu pour présomptueux dans cette façon de présenter ses intérêts personnels comme étant ceux du parti. Oui, si tant est que M. Roy se rende à la ligne du départ, ce qui est de moins en moins probable. Michel David. Oui, bien, écoutez, M. Milliard a confiance en son étoile, puis je pense qu'il a bien raison. Honnêtement, M. Roy, je pense, n'a pas d'affaire dans cette course-là à ce moment-ci. Il y a eu une course, il était candidat, il n'a pas ramassé 1 % des votes. Le Parti libéral n'a pas besoin d'une fausse course à ce moment-ci. Bon, si M. Cormier, si M. Blackburn, avec qui on peut aller loin, mais ils ne sont pas là. Alors là, le plus urgent, il reste à peu près 7 mois avant le déclenchement de la prochaine élection. Alors, chaque mois va compter. Vous voyez, s'il y avait une course, le futur chef aurait été choisi quelque part à la mi-mars, le 14. On a le calendrier, le 14 le mars. 14. S'il n'y en a pas, c'est le 13 février. Alors là, on gagne déjà un mois. Et comme je disais, chaque mois compte. Là, il y a beaucoup de travail à faire au Parti libéral. Il y a tout un travail de remobilisation. Il est évident que les dernières semaines du règne de M. Rodriguez ont été catastrophiques pour le moral du parti. À l'époque, souvenez-vous, je pense que c'est M. Tanguay qui avait dit on veut avoir 50 % des candidats choisis avant Noël. Je doute beaucoup que ce soit le cas actuellement. Non, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, une course, à ce moment-ci, ce serait totalement inutile. Ou si ça avait été une vraie course. Ah, bien là, c'est autre chose. Une vraie course, une vraie course. C'est pas ça, la réalité. L'autre question que les journalistes ont posée à M. Milliard aujourd'hui, c'est vos positions là, plus élaborées sur le nationalisme, sur la laïcité, sur toutes sortes de sujets. Regardez sa réponse.
Très, très clair, justement, dans les prochains jours. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'il y aura un rassemblement dans les prochains jours que je vais organiser avec des militants où je vais présenter ma vision politique. Et à ceux qui pensent que je n'ai pas de position claire sur un certain nombre de sujets, ça va être clarifié lors de cet événement-là. Retour de table, je recommence avec vous, Michel. Justement parce que le temps file, il faut qu'il imprègne des idées, il faut qu'il lance des idées qui vont à réussir à capter l'attention un peu, là, Michel. Oui, puis il faut que ça aille au-delà des idées. Là. C'est bien beau là, de dire, par exemple, on peut aimer le français et le Québec tout en respectant la communauté anglophone. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Là? Dans quelle mesure le parti, un gouvernement dirigé par M. Milliard, voudrait affaiblir les lois linguistiques? La clause d'un obstant avec la loi sur la laïcité. Alors, se draper dans les grands principes, c'est très beau, c'est bien d'en avoir, mais quand on fait de la politique, là, c'est concrètement qu'il faut agir. Alors, ce genre de précision-là, M. Milliard va devoir les donner, tant mieux s'il le fait le plus rapidement possible, mais il y a encore beaucoup de choses à clarifier dans son cas. Hélène. Oui, absolument. C'est dans ce sens-là que j'irais. Évidemment qu'une course au leadership, il y a toujours un jeu d'équilibriste à faire parce que vous n'êtes pas encore chef d'un parti. Vous devrez faire avaliser vos points de vue par l'establishment. Il y a peut-être un début de plateforme électorale qui a été concocté. Donc, il y a des arrimages à faire entre un nouveau chef et le parti qu'il s'apprête à diriger. Donc, je comprends que tous les détails ne soient pas connus, mais dans le cas de M. Milliard, effectivement, quand on va sur son site, il y a beaucoup de flou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énumération de vœux. Je veux faire ceci, je veux faire cela, mais il ne nous dit pas comment il y arrivera. Il nous dit, par exemple, je veux réduire la dette. Ben oui, tout le monde est d'accord avec cette belle idée, mais comment allez-vous faire ça? En coupant les services? En augmentant les impôts? On ne le sait pas. Sur la question de l'immigration, par exemple, il avait dit qu'il était contre cette initiative du siècle consistant à amener la population canadienne à 100 millions de personnes d'ici 2100. Mais il disait par ailleurs être ouvert à augmenter les seuils actuels. Bien, je suis désolée, mais les seuils actuels à l'échelle du Canada, c'est à peu près 1 million de personnes par année, ce qui nous amenait au-delà de 100 millions en 2100. Alors, il y a des choses comme ça qui ne sont pas claires, en plus de tout ce que Michel vient de mentionner. Alors, il y a beaucoup de précisions qui sont attendues de sa part. Chantal, là-dessus. Oui, et tout ce dont on parle, pour l'essentiel, là, ça place le Parti libéral sur la défensive. Combien moins de laïcité, combien moins de lois linguistiques, etc. Ce dont il aurait besoin, très franchement, c'est une promesse forte, au moins une, qui appartienne au Parti libéral du Québec. Parce que pour l'instant, quand on enlève tout ça, c'est un petit peu moins de tout. Mais ça finit toujours à la même place, c'est-à-dire, nous, on ne veut pas faire de référendum. Et c'est clairement pas suffisant pour aller chercher des votes en région. Donc, c'est quoi la promesse forte? J'en sais rien, mais quelque chose qui lui appartient. Voilà. Qui n'est pas juste une critique d'opposition qui nuancerait ou qui abolirait des politiques de quelqu'un d'autre. Et dans le moment, ça manque. Et ça manquait sous Pablo Rodriguez tout autant. M. Rodriguez répondait souvent « on ne veut pas de référendum, puis votez pour moi ». Donc, les gens du Parti québécois et les autres disaient, et d'autres disaient « vous faites une campagne de peur, etc. » On a posé la question à Charles Milliard, il dit... Moi, il se demande qui fait la campagne de peur. Il dit, regardez les réseaux sociaux à l'endroit du PLQ actuellement. On écoute. Je me demande qui joue la carte de la peur en ce moment. Je regarde un peu ce qui se passe dans les discussions sur les réseaux sociaux. On a souvent accusé les fédéralistes de colporter la peur. C'est qui propage la peur? Je pense que, en fait, je me désole de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais par rapport de qui? Bien, de la part de tout le monde, sauf dans mon équipe, de toute évidence. Alors, Michel David, ça va être long. Il va falloir qu'on ajoute, parce que, bon, ils nous font peur, l'autre nous font peur, on s'accuse. Lui dit, on nous accuse d'être des valets d'Ottawa à tous les jours, etc. Mais pour contrer ça, encore une fois, ce sont des propositions de politique, là.
Ben oui, c'est bien beau de dire on veut pas de l'indépendance, mais veut pas, M. Milliard va être obligé d'articuler une position sur l'avenir politique du Québec. C'est pas l'indépendance, c'est quoi? Alors là, il nous a dit dans une entrevue, je vais créer une tension utile qui va forcer Ottawa à négocier. C'est à peu près ce qu'il a dit. D'abord, négocier quoi? Et d'autre part, vous savez, la tension, là, M. Legault a essayé ça pendant 8 ans. Et ça n'a pas eu le moindre effet. Alors, on n'en sort pas, là. C'est ou ben non, on est dans le Canada ou on en sort. Et le Canada, de plus en plus, si on est dedans, on le prend tel qu'il est là. S'il ne satisfait pas M. Milliard, il va falloir nous dire comment il pense le changer, autrement qu'en souhaitant que le reste du pays finisse par comprendre ce qu'on veut puis l'accepter. Ce qui n'a pas été le cas depuis 30 ans. Hélène. Oui, bien écoutez, il accuse ses adversaires qu'il n'arrive pas à identifier de mener une campagne de peur contre lui, mais en même temps, je ne l'ai pas entendu organiser une critique très structurée envers le PQ, autrement que pour dire « il nous propose un référendum dont on ne veut pas ». Or, aux dernières nouvelles, le Parti québécois, c'est le parti qui est meneur. Donc, ce sera le parti et le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, auquel s'attaquer. Donc, pour l'instant, c'est vrai que sa critique du PQ est un peu courte. Et sur le fond, on se rappelle que le Parti libéral doit essayer de renouer avec les francophones du Québec. Et pour l'instant, c'est justement le moins de laïcité, le moins de protection du français et toutes ces questions identitaires qu'il regarde un peu de haut, qu'il voit comme des choses qui divisent, il veut pas en parler. Et ça pourrait le rendre assez faible dans une critique du Parti québécois. Oui, il n'y aura pas le choix d'en parler, Chantal, parce que c'est deux sujets qui incarnent, comme vous dites, si on propose moins de ci, moins de ça, il faut qu'il y ait quelque chose à côté avec 3 plus à côté, là. Parce que c'est des sujets qui sont devenus des symboles de la protection de ce que les Québécois sont, là. Et s'il ne veut pas se battre sur ce terrain-là, qui lui est pas favorable, il doit présenter quelque chose qui va intéresser les gens. La raison pour laquelle Jean Charest avait articulé le plan Nord, c'était un peu ça, là. C'était pour se donner un discours qui portait sur autre chose. On n'est pas là pour donner des conseils, mais j'avoue que j'y en donnerais un aussi. S'il pense que la conversation électorale au Québec se passe sur les médias sociaux, j'ai des très mauvaises nouvelles pour lui. Il est très, très loin de la réelle conversation qui se passe sur le terrain puis qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on lit sur les médias sociaux. Alors, peut-être un premier conseil, là, on met le téléphone de côté. Et on va parler à des gens qui, tous les jours, font ce qu'ils ont à faire et qui ne passent pas leur temps à s'injurier sur les médias sociaux. Quelle sage proposition. Parce qu'en effet, des fois, c'est un monde parallèle. OK. M. Carney est attendu à Pékin. On écoute. 关系健康稳定发展，符合两国和两国人民的共同利益，也有利于世界和平稳定与发展繁荣。中方期待以卡尼总理此访为契机，加强对话沟通，增进政治互信，拓展务实合作，妥善处理分歧，解决彼此关切，巩固中加关系的转圜势头，更好地造福两国人民。Bon, tout ça pour se demander, y aura-t-il une réduction des droits de douane? Les Chinois imposent l'huile de canola 100 %, le porc, produit de la mer 25 %. Le Canada impose 100 % sur les voitures électriques chinoises parce qu'on a voulu être solidaire du marché américain et du nôtre, mais c'était autrefois. Hélène, comment vous voyez cette visite qui s'amorce demain pour M. Carney? Ben d'abord, c'est très prématuré de parler d'un quelconque résultat. Même dans l'équipe de M. Carney, on le dit, le but, c'est d'abord de rétablir une connexion, de rétablir un lien avec le régime chinois, leur lien qui avait été rompu là, depuis 2018. Il faut mesurer à quel point nous assistons à un virage à 180 degrés. Je vous ramène à peine 3 ans en arrière, 2022. À l'automne 2022, vous aviez Chrystia Freeland, qui était vice-première ministre du Canada, qui allait à Washington pour pousser la théorie là, du friendshoring, cette idée que les amis, les pays démocratiques devraient encore plus collaborer entre eux et garder un petit peu plus à distance les dictatures et les régimes autoritaires comme celui de la Chine, par exemple.
À la même époque, Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, rendait publique la politique Indo-Pacifique qui visait à amener le Canada vers d'autres partenaires asiatiques, particulièrement l'Inde, et de se décoller de la Chine qu'on présentait comme un régime de plus en plus perturbateur. Alors, mesurons 3 ans plus tard tout ce qui a changé. Là, tout d'un coup, on veut rétablir le contact. Évidemment, qu'est-ce qui a changé? Bon, ben, d'abord, cette Inde de qui on voulait se rapprocher, on réalise qu'elle n'est pas peut-être, elle non plus, notre amie, allant même jusqu'à une exécution sur notre sol. Mais aussi, évidemment, l'élection de Donald Trump, ces tarifs qui forcent le Canada à trouver d'autres partenaires commerciaux et donc de se ravaler un petit peu beaucoup. Oui, c'est un tournant, Chantal. Par rapport aux dernières années, on espère renouer. Puis on espère aussi quand même, à moyen terme, qu'il y a des allègements sur les droits de douane. Là. Pas demain, vous avez raison, Hélène, là, pas après-demain, mais que ça entraîne quelque chose. Chantal? Bien sûr. Même pas aux années Harper, en fait, parce qu'on est passé des années Harper à une tentative de réchauffement qui a fini en froid glacial avec Justin Trudeau. Alors là, on n'est pas en train de parler de 10 ans, on est en train de parler de 20 ans. Cela dit, évidemment, c'est difficile de faire du friendshoring quand on découvre que nos amis ne sont pas nos amis. Et là, toute cette théorie-là s'écroule totalement. Parlez-en à l'heure aujourd'hui où on débat beaucoup du Groenland et des États-Unis. Là. On n'est plus dans un contexte où les États-Unis sont les amis de qui que ce soit. Monsieur Carney commence quand même à avoir des obligations de résultats. En Saskatchewan, entre autres, on attend des développements sur le canola. En Ontario, on ne veut pas céder sur l'idée des tarifs sur les véhicules électriques chinois, mais entendons-nous, si M. Carney revenait avec le début d'une conversation sur la construction, l'aménagement d'usines automobiles chinoises en Ontario, on serait dans une autre dimension complètement. C'est ce qu'on a fait à l'époque des voitures japonaises qui envahissaient le marché. Même Renault, à un moment donné, a fait des ententes avec AMC pour construire des véhicules au Canada. Donc, idéalement, non, il n'y aura pas la fin de toute cette mini-guerre commerciale, mais un début de dialogue pour adoucir des deux côtés, probablement que ce serait bienvenu, sans trop provoquer, évidemment, le monsieur à la Maison-Blanche qui est très occupé de ce temps-ci, mais qui quand même peut se réveiller et redécouvrir le Canada. Mais comme vous dites, il est occupé, mais on ne sait jamais. Michel David. Oui, c'est une partie délicate quand même pour M. Carney. Bon, à partir du moment où il veut diversifier, avec raison, les exportations canadiennes, inévitablement, ça suppose une ouverture vers la Chine. Qui est notre deuxième principal partenaire commercial, il faut bien le rappeler. Et le Canada a pas mal plus besoin de la Chine que la Chine a besoin du Canada. Alors, les premiers pas doivent venir du Canada. Mais jusqu'à quel point on peut commencer à ouvrir et à faire des compromis avec la Chine sans que, comme disait Chantal, le monsieur au sud de la frontière pique une autre crise? Il ne faut pas oublier que, OK, négocier avec la Chine, mais la plus importante négociation à laquelle M. Carney devra faire face de façon très, très immédiate, c'est la renégociation de l'accord de libre-échange. Alors, s'il commence à faire des mamours à la Chine, par exemple en diminuant de façon substantielle les droits sur l'importation de véhicules chinois, on a vu à quel point M. Trump est susceptible. À une petite publicité de M. Ford, et bang, on arrête de se parler. Alors, il va falloir y aller avec beaucoup de tact. M. Carney est, me semble-t-il, un assez fin diplomate. Mais quand la finesse face à un éléphant, c'est pas toujours efficace. Ouais, alors, ça ne sera pas facile. Là, 30 secondes. Confiance envers le premier ministre. Beaucoup, un peu. Si on additionne, c'est 80 %, beaucoup, un peu, et pas du tout 21 %. C'est le meilleur score depuis fort longtemps pour un premier ministre du Canada. Donc, somme toute, Chantal, il navigue pas si mal, Carney, actuellement. Là. Depuis 2010, qu'Environics fait la même étude et c'est effectivement le meilleur score pour un premier ministre. Les circonstances l'expliquent, mais c'est le reste du sondage que M. Carney devait trouver intéressant parce que la confiance des Canadiens envers les institutions est stable ou s'améliore par rapport aux 15 dernières années, ce qui est pas mal essentiel pour quelqu'un qui veut faire des changements et qui a besoin de consensus.
C'est tout le temps qu'on a ce soir. On va y revenir. Chantal Hébert, Hélène Buzetti, Michel David, merci beaucoup de nous avoir parlé. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.